Dans les laboratoires de Hoffmann-la Roche à Bâle, en Suisse, au printemps 1955, le chimiste Leo Sternbach contemplait avec frustration 2 années de travail apparemment infructueux. Il cherchait à créer une nouvelle classe de tranquillisants, mais ces 40 composés synthétisés n'avaient montré aucune activité pharmacologique intéressante. Le monde médical attendait désespérément une alternative aux barbituriques, ces sédatifs puissants mais dangereux qui tuaient des milliers de personnes chaque année par overdose. Sternbach ne pouvait pas imaginer que l'un de ces composés abandonnés, redécouvert par hasard lors d'un nettoyage de laboratoire, changerait radicalement la psychiatrie mondiale et créerait la classe de médicaments la plus prescrite de l'histoire humaine. Cette molécule, et ses descendants chimiques, dominèrent la France des années 1980 d'une manière sans précédent, transformant une nation entière en laboratoire géant d'une expérience pharmaceutique dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. L'histoire des benzodiazépines ne commence pas dans les années 1950, mais bien plus tôt, dans la quête millénaire de l'humanité pour apaiser l'anxiété et trouver le sommeil. Depuis l'Antiquité, les hommes ont utilisé diverses substances pour calmer leurs nerfs: l'opium, l'alcool, les extraits de plantes comme la valériane ou la passiflore. Mais c'est au XIXe siècle, avec l'essor de la chimie pharmaceutique, que cette quête prit une dimension scientifique. Les bromures, découverts dans les années 1850, furent les premiers sédatifs largement prescrits. Ils calmaient effectivement l'anxiété et les convulsions, mais leur toxicité chronique, le bromisme, causant confusion mentale, éruption cutanée et psychose, les rendait dangereux à long terme. Les barbituriques, synthétisés pour la première fois en 1864 par Adolf von Baeyer, représentèrent une avancée majeure. Le premier barbiturique commercialisé, le Veronal, arriva en 1903, suivi par des dizaines d'autres. Ces substances étaient remarquablement efficaces pour induire le sommeil, contrôler les convulsions et réduire l'anxiété. Pendant la première moitié du XXe siècle, les barbituriques dominèrent la psychiatrie et la médecine du sommeil. Des millions de personnes à travers le monde prenaient quotidiennement leur dose de Seconal, Nambutal ou Luminal. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement l'histoire d'un médicament, c'est l'histoire de comment une société entière est devenue dépendante de la tranquillité chimique, comment la France des années 1980 a consommé plus de benzodiazépines par habitant que n'importe quel autre pays au monde, et comment cette dépendance collective a révélé les fractures profondes d'une nation en transformation. Mais les barbituriques avaient un problème fatal. La marge entre une dose thérapeutique et une dose létale était dangereusement étroite. Une personne prenant 2 fois sa dose prescrite pouvait mourir. Les overdoses accidentelles étaient communes, et les barbituriques devinrent rapidement le moyen de suicide le plus populaire. Marilyn Monroe, Judy Garland, Jimi Hendrix, la liste des célébrités mortes par overdose de barbituriques témoignait de leur danger. Dans les années 1950, les barbituriques causèrent des milliers de morts chaque année rien qu'aux États-Unis. Le monde médical cherchait désespérément une alternative plus sûre. C'est dans ce contexte que Leo Sternbach, chimiste polonais ayant fui le nazisme, travaillait chez Hoffmann-la Roche. En 1955, son superviseur lui demanda de cesser ses recherches sur les tranquillisants pour se concentrer sur d'autres projets. Sternbach rangea ses échantillons et passa à autre chose. Mais 18 mois plus tard, en avril 1957, lors d'un grand nettoyage de laboratoire, un assistant découvrit un composé cristallin oublié. Par curiosité scientifique pure, Sternbach décida de le tester sur des animaux avant de le jeter. Les résultats furent stupéfiants. Le composé, qui serait nommé chlordiazépoxyde, montrait des propriétés sédatives, anxiolytiques, myorelaxantes et anticonvulsivantes remarquables. Mais contrairement au barbiturique, il était extraordinairement sûr. Les animaux de laboratoire pouvaient recevoir des doses 100 fois supérieures à la dose thérapeutique sans mourir. Cette marge de sécurité était révolutionnaire. Hoffmann-la Roche comprit immédiatement qu'il tenait un médicament miracle. Le chlordiazépoxyde fut commercialisé en 1960 sous le nom de Librium et devint instantanément un succès commercial phénoménal. Mais c'était juste le début. Sternbach et son équipe travaillèrent fébrilement pour créer d'autres benzodiazépines, optimisant la structure moléculaire pour différents profils d'action. En 1963, ils synthétisèrent le diazépam,
une benzodiazépine encore plus puissante et polyvalente que le Librium. Commercialisé sous le nom de Valium, ce médicament deviendrait le plus prescrit au monde pendant près de 2 décennies, et le symbole même de l'ère des tranquillisants. Le Valium était extraordinaire dans sa polyvalence. Il traitait l'anxiété, les troubles du sommeil, les spasmes musculaires, les convulsions, les symptômes de sevrage alcoolique. Il pouvait être pris oralement ou injecté. Son action était rapide mais relativement prolongée. Et surtout, il semblait remarquablement sûr. Les médecins le prescrivaient avec une confiance et une générosité qui, rétrospectivement, paraissent imprudentes. Mais dans les années 1960, après des décennies de barbiturique mortelle, le Valium semblait être le médicament parfait, efficace, sûr, polyvalent. La montée des benzodiazépines coïncida avec des transformations sociales majeures. Les années 1960 et 1970 virent l'émergence de la psychiatrie moderne, la déstigmatisation progressive des troubles mentaux et surtout la reconnaissance de l'anxiété et de la dépression comme des conditions médicales légitimes nécessitant un traitement. Le modèle médical de la santé mentale s'imposait. Les problèmes psychologiques n'étaient plus vus comme des faiblesses morales ou des défauts de caractère, mais comme des déséquilibres chimiques cérébraux pouvant être corrigés pharmacologiquement. Cette transformation conceptuelle ouvrit un marché gigantesque. Soudain, des millions de personnes qui auraient auparavant souffert en silence ou cherché du réconfort dans l'alcool ou la religion pouvaient obtenir une prescription pour leurs nerfs. L'anxiété, cette émotion universelle, cette réaction évolutive au stress et au danger, était médicalisée. Et la solution venait dans une petite pilule, souvent jaune pour le Valium, d'une simplicité séduisante. Prenez ceci, vous vous sentirez mieux. Les campagnes marketing de Hoffmann-La Roche pour le Valium étaient agressives et sophistiquées. Les publicités dans les revues médicales montraient des femmes se stresser par la vie moderne, la femme au foyer débordé, la mère fatiguée, la secrétaire épuisée, et suggéraient le Valium comme solution. Une publicité célèbre de 1970 montrait une femme diplômée universitaire avec le texte « Vous ne pouvez pas la libérer du milieu où elle est née, mais vous pouvez l'aider à accepter qu'elle ne peut pas changer. » La prescription implicite « Donnez-lui du Valium pour qu'elle accepte sa condition ». Cette approche, profondément sexiste et conservatrice, reflétait la manière dont les benzodiazépines furent utilisées comme outil de contrôle social. Car dès le début, les femmes furent les principales cibles et consommatrices de benzodiazépines. Les études montraient que les femmes recevaient des prescriptions de tranquillisants 2 à 3 fois plus fréquemment que les hommes. Cette disparité n'était pas due à une différence biologique dans la prévalence de l'anxiété, mais à des attitudes médicales et sociales. Les plaintes des femmes concernant le stress, l'anxiété ou l'insomnie étaient médicalisées, tandis que celles des hommes étaient souvent normalisées. Les médecins, majoritairement masculins à l'époque, prescrivaient facilement des tranquillisants aux femmes, se plaignant du stress de la vie domestique, de la ménopause ou de l'insatisfaction existentielle. En 1970, le Valium était le médicament le plus prescrit aux États-Unis, avec plus de 60 millions de prescriptions par an. D'autres benzodiazépines suivirent, l'oxazépam, Seresta, le lorazépam, Ativan, Temesta, le temazépam, Normison, l'alprazolam, Xanax, le clonazépam, Rivotril. Chaque nouvelle benzodiazépine promettait des avantages spécifiques, action plus rapide, durée plus longue, moins d'effets secondaires. L'industrie pharmaceutique avait trouvé une mine d'or. Mais c'est en France que les benzodiazépines connurent leur succès le plus extraordinaire et problématique. La France des années 1970 et 1980 développa une relation unique avec ces médicaments, une dépendance collective qui dépassait de loin celle de tout autre pays. Pour comprendre pourquoi, il faut examiner les spécificités du système médical français, la culture pharmaceutique du pays et les transformations sociales de cette période. Le système de santé français, établi dans sa forme moderne après la Seconde Guerre mondiale, garantissait un accès universel aux soins médicaux et aux médicaments. La sécurité sociale remboursait généreusement les consultations médicales et les prescriptions. Ce système, admirable dans ses intentions égalitaires, créait néanmoins des incitations perverses. Les médecins étaient payés à l'acte, encourageant les consultations nombreuses mais brèves. Les patients, ne payant qu'une fraction du coût réel, consommaient médicaments et consultations avec peu de contraintes économiques. La culture médicale française
privilégiaient également une approche interventionniste. Contrairement aux systèmes anglo-saxons où wait and see était souvent la première réponse, les médecins français prescrivaient volontiers. Ne pas sortir d'une consultation avec une ordonnance était presque impensable. Cette culture de la prescription rencontrait une culture de la consommation. Les Français attendaient et exigeaient des médicaments. Ne pas prescrire était perçu comme un manque de sérieux médical. Les benzodiazépines s'insérèrent parfaitement dans ce système. Elles offraient une solution rapide et apparemment sans danger pour une multitude de plaintes communes. Stress au travail, insomnie, tension familiale, anxiété diffuse, douleurs musculaires, difficultés d'adaptation. Face à un patient stressé par son travail, un médecin français des années 1980 prescrivait presque automatiquement une benzodiazépine. La consultation durait 15 minutes, l'ordonnance était rédigée, le patient repartait satisfait avec sa solution chimique. Les années 1970 et 1980 furent également une période de transformation sociale intense en France. La société traditionnelle s'effondrait. L'urbanisation massive déracinait des millions de personnes de leur communauté rurale. Les structures familiales élargies se fragmentaient. Les certitudes religieuses s'érodaient. Le divorce se banalisait. Le chômage augmentait après les chocs pétroliers de 1973 et 1979. L'immigration croissante créait des tensions sociales. La France changeait rapidement, et beaucoup de Français trouvaient ce changement anxiogène. Dans ce contexte d'anxiété collective, les benzodiazépines offraient un réconfort chimique. Elles ne résolvaient pas les problèmes structurels, le chômage, l'isolement social, la perte de sens, mais elles les rendaient supportables. Elles ne guérissaient pas l'anxiété, elles la masquaient, et dans une société qui privilégiait de plus en plus les solutions rapides et techniques aux problèmes humains complexes, cette approche semblait parfaitement logique. Les chiffres de la consommation française devinrent rapidement alarmants. En 1980, la France était déjà le plus gros consommateur de benzodiazépines en Europe. En 1985, environ 20% de la population française adulte avait pris au moins une benzodiazépine dans l'année. Les études montraient que 10 à 15% des Français consommaient régulièrement ces médicaments. C'était 4 à 5 fois plus que dans des pays comparables comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. La France était devenue, littéralement, une nation sous tranquillisant. Les benzodiazépines les plus populaires en France étaient diverses. Le Valium restait omniprésent, symbole même du tranquillisant. Le Lexomil, bromazépam, lancé en 1970, devint particulièrement populaire, prescrit massivement pour l'anxiété généralisée. Le Temesta, lorazépam, était favorisé pour l'anxiété aiguë. Le Rivotril, clonazépam, initialement développé pour l'épilepsie, fut détourné pour traiter l'anxiété sévère et les troubles paniques. Le Xanax, alprazolam, arrivé dans les années 1980, séduisit par sa rapidité d'action. Le Rohypnol, flunitrazépam, puissant hypnotique, était prescrit pour l'insomnie sévère. Chaque médicament avait ses caractéristiques pharmacologiques spécifiques. Certains, comme le Xanax, agissaient rapidement mais brièvement, parfaits pour les attaques de panique mais créant une dépendance rapide. D'autres, comme le Valium, avaient une action plus longue et progressive. Certains étaient métabolisés rapidement, d'autres lentement, s'accumulant dans l'organisme. Ces différences techniques importaient peu pour la plupart des prescripteurs et des patients. Ce qui comptait était l'effet. La réduction rapide de l'anxiété, l'induction du sommeil, la détente musculaire. Mais déjà dans les années 1970, des voix commençaient à s'élever pour questionner cette consommation massive. Des études montraient que les benzodiazépines, utilisées au-delà de quelques semaines, créaient une dépendance physique. Les patients tentant d'arrêter expérimentaient un syndrome de sevrage, anxiété rebond, insomnie sévère, tremblements, sueur, parfois convulsions. Ce syndrome était souvent interprété comme un retour de l'anxiété originale, conduisant les patients à reprendre le médicament, alors qu'il s'agissait en fait d'un symptôme de sevrage pharmacologique. Le concept de dépendance aux benzodiazépines était controversé. L'industrie pharmaceutique arguait que ces médicaments ne créaient pas de vraie addiction comme l'héroïne ou la cocaïne. Ils ne produisaient pas d'euphorie intense. Les utilisateurs ne passaient pas leur temps à chercher leur drogue. Il n'y avait pas de comportement social destructeur associé. Mais cette distinction était largement sémantique. Les benzodiazépines
créait une dépendance physique claire et une dépendance psychologique profonde. Des millions de Français se retrouvèrent incapables d'arrêter un médicament qu'ils avaient commencé à prendre temporairement des années, parfois des décennies auparavant. Les médecins généralistes français, débordés et souvent insuffisamment formés en psychiatrie, prescrivaient les benzodiazépines avec une facilité déconcertante. Une consultation typique durait 10 à 15 minutes. Un patient se plaignait de stress ou d'insomnie. Le médecin, pressé, souvent confronté à une file d'attente dans sa salle d'attente, rédigeait une ordonnance pour 1 mois de Lexomil ou de Temesta, avec renouvellement. Le patient revenait 1 mois plus tard pour le renouvellement, puis encore 1 mois, puis des années. Les prescriptions devenaient automatiques, routinières. Ni le médecin ni le patient ne questionnaient cette consommation chronique. La France développa également une particularité inquiétante, la polyprescription. Il n'était pas rare qu'un patient français prenne simultanément plusieurs benzodiazépines, une pour le jour, contre l'anxiété, une autre pour la nuit, pour dormir, parfois combinée avec d'autres psychotropes, antidépresseurs, neuroleptiques, analgésiques. Ces cocktails médicamenteux créaient des interactions complexes, des effets secondaires cumulatifs et une dépendance encore plus difficile à briser. Les pharmaciens, témoins quotidiens de cette consommation massive, exprimaient leurs inquiétudes. Ils voyaient les mêmes patients revenir mois après mois, année après année, avec leurs ordonnances de benzodiazépines. Ils constataient l'escalade des doses. Les patients qui avaient commencé avec un demi-comprimé de Lexomil en prenaient maintenant 3 ou 4 par jour. Mais les pharmaciens avaient un peu de pouvoir. Ils ne pouvaient refuser d'honorer une prescription légitime, et questionner le jugement du médecin prescripteur risquait de créer des conflits. Les effets secondaires des benzodiazépines, minimisés initialement, devinrent plus évidents avec l'usage chronique massif. La somnolence et les troubles de la concentration étaient communs, affectant la performance au travail et augmentant le risque d'accident. Les chutes, particulièrement chez les personnes âgées, se multiplièrent. Les benzodiazépines affectent l'équilibre et les réflexes. Les accidents de voiture impliquant des conducteurs sous benzodiazépines augmentèrent. Des études montrèrent que conduire sous l'influence de benzodiazépines était presque aussi dangereux que conduire en état d'ivresse. Plus inquiétant encore, des recherches commencèrent à suggérer que l'usage chronique de benzodiazépines affectait la mémoire et les fonctions cognitives. Les patients rapportaient des trous de mémoire, une difficulté à former de nouveaux souvenirs, une sensation de brouillard mental. Ces effets, d'abord attribués au vieillissement ou à d'autres causes, étaient en fait des effets secondaires directs des benzodiazépines. Des études ultérieures montreraient même une association entre usage chronique de benzodiazépines et risque accru de démence, bien que la causalité reste débattue. L'avenir des benzodiazépines en France reste incertain. Les jeunes médecins, mieux formés au risque, prescrivent théoriquement plus prudemment. Mais les pressions systémiques persistent. Consultations courtes, manque de temps pour les approches non pharmacologiques, attente des patients conditionnés à recevoir des prescriptions, accès limité aux alternatives thérapeutiques. Le système qui a créé l'épidémie n'a pas fondamentalement changé. De nouvelles molécules continuent d'arriver sur le marché, promettant les mêmes avantages avec moins d'inconvénients. L'histoire suggère le scepticisme. Chaque génération de psychotropes a été initialement présentée comme plus sûre que la précédente. Les barbituriques devaient remplacer l'opium. Les benzodiazépines devaient remplacer les barbituriques. Les Z-drugs devaient remplacer les benzodiazépines. Les ISRS devaient offrir une alternative. Maintenant, de nouvelles classes émergent. Antagonistes des récepteurs d'orexine pour le sommeil, anxiolytiques à mécanisme novateur. L'histoire nous enseigne la prudence. Les patients actuellement dépendants représentent un défi humanitaire que la société française n'a pas pleinement adressé. Ces millions de personnes, souvent âgées, souvent vulnérables, méritent un soutien systématique pour se sevrer si elles le souhaitent, ou une reconnaissance de leur dépendance iatrogène, et un accès garanti à leurs médicaments si le sevrage n'est pas réaliste. Actuellement, beaucoup existent dans un limbe moral et médical, dépendant à des substances légales prescrites médicalement, mais stigmatisées et insuffisamment soutenues. La reconnaissance de la dépendance iatrogène comme préjudice médical légitime, nécessitant réparation, reste controversée. Quelques patients ont intenté des actions légales contre des médecins ou des laboratoires pharmaceutiques
pour dépendance causée par prescription négligente. Ces cas sont difficiles à gagner. Comment prouver qu'un médecin a failli à son devoir d'information? Comment établir la causalité entre la prescription et les dommages subis? Comment quantifier des décennies de dépendance? Néanmoins, ces actions légales signalent une reconnaissance croissante que ce qui s'est passé avec les benzodiazépines n'était pas acceptable. L'éducation du public reste cruciale. Beaucoup de Français ne réalisent toujours pas qu'ils sont dépendants. Ils pensent simplement avoir besoin de leurs médicaments pour dormir ou pour calmer leurs nerfs. La distinction entre besoins légitimes et dépendance iatrogène n'est pas claire pour eux. Des campagnes de santé publique pourraient aider, expliquant les signes de dépendance, les options de sevrage, les alternatives disponibles. Mais de telles campagnes risquent aussi de créer une panique, de stigmatiser les utilisateurs ou de provoquer des tentatives de sevrage brusques dangereuses. La communication doit être nuancée et responsable. L'approche de réduction des risques, bien établie pour les drogues illicites, pourrait s'appliquer aux benzodiazépines prescrites. Pour les patients qui ne peuvent ou ne veulent pas se sevrer, l'objectif devient de minimiser les dommages, utiliser la dose minimale efficace, éviter la polypharmacie, surveiller les effets cognitifs, prévenir les chutes, adapter l'environnement. Cette approche pragmatique reconnaît que l'abstinence n'est pas toujours réaliste ou désirable. La recherche continue sur les mécanismes de la dépendance aux benzodiazépines pourrait ouvrir de nouvelles stratégies thérapeutiques. Comprendre précisément comment ces molécules reconfigurent les circuits cérébraux pourrait permettre de développer des interventions pour faciliter le sevrage ou même pour réinitialiser le cerveau après dépendance prolongée. La neuroplasticité offre de l'espoir. Le cerveau peut se réparer, mais cela prend du temps, parfois beaucoup de temps. Les technologies émergentes comme la stimulation magnétique transcrânienne, les neurofeedbacks ou les psychédéliques thérapeutiques pourraient offrir de nouveaux outils. Ces approches, encore expérimentales, montrent des promesses pour traiter l'anxiété et faciliter le sevrage de substances. Mais elles nécessitent plus de recherche et ne seront probablement pas accessibles largement avant des années. L'histoire des benzodiazépines en France est une tragédie en plusieurs actes. Un prologue plein d'espoir. Enfin, un tranquillisant sûr. Premier acte. Adoption enthousiaste et prescription massive. Deuxième acte. Découverte progressive des problèmes. Troisième acte. Reconnaissance du désastre et tentative de réforme. Quatrième acte. Encore en cours. Gestion de l'héritage et tentative de ne pas répéter les mêmes erreurs. Le cinquième acte reste à écrire. Ce cinquième acte pourrait prendre différentes formes. Dans un scénario pessimiste, la France continue sa consommation excessive, de nouvelles générations deviennent dépendantes. L'histoire se répète. Dans un scénario optimiste, la société française entreprend une transformation profonde de son approche de la santé mentale. Investissement massif dans la psychothérapie accessible, réduction de la durée de consultation médicale, réévaluation de la place des médicaments, confrontation des causes sociales de l'anxiété collective. La réalité sera probablement quelque part entre ces extrêmes. Une chose est certaine, l'anxiété humaine ne disparaîtra pas. C'est une partie fondamentale de la condition humaine, une émotion évolutive qui nous a gardés en vie pendant des millénaires en nous alertant face aux dangers. Dans une société moderne complexe, incertaine, en changement rapide, l'anxiété peut devenir chronique et débilitante. Nous avons besoin de stratégies pour la gérer. La question n'est pas si nous devons traiter l'anxiété, mais comment. Les benzodiazépines ont leur place dans l'arsenal thérapeutique, pour les crises aiguës, pour les interventions de courte durée, pour les cas où les alternatives ont échoué. Mais elles ne peuvent être la réponse par défaut à tout malaise existentiel. Une société saine nécessite plus que la tranquillité chimique individuelle. Elle nécessite des structures sociales qui soutiennent l'épanouissement humain, des communautés qui combattent l'isolement, un sens partagé qui donne direction et signification, une économie qui offre sécurité et opportunité. L'histoire des benzodiazépines en France nous enseigne finalement une leçon profonde sur les limites de la médicalisation. Tous les problèmes humains ne peuvent être réduits à des déséquilibres chimiques corrigeables par une pilule. L'anxiété chronique d'une société signale souvent des problèmes sociaux, économiques, existentiels qui nécessitent des solutions sociales, économiques, existentielles. Ignorer cette réalité et chercher uniquement des solutions pharmacologiques est une erreur que la France a payée cher. Aujourd'hui, dans les cabinets médicaux à travers la France,
Des milliers de consultations se déroulent quotidiennement. Des patients se plaignent d'anxiété, de stress, d'insomnie. Des médecins rédigent des ordonnances. Le cycle continue. Mais peut-être, grâce aux leçons durement apprises, quelques médecins hésitent maintenant un instant avant de prescrire. Quelques patients posent des questions sur les alternatives. Quelques benzodiazépines ne sont pas prescrites. Quelques dépendances ne commencent pas. C'est un progrès modeste, insuffisant, mais réel. Le changement en médecine et en santé publique est lent, frustrant, mais possible. L'histoire des benzodiazépines en France n'est pas terminée, mais peut-être que les chapitres futurs seront différents. Peut-être que la prochaine génération de Français trouvera de meilleures manières de naviguer l'anxiété de la vie moderne, sans dépendre de la petite pilule qui promet la tranquillité mais délivre la dépendance. L'héritage de Leo Sternbach, le chimiste qui a découvert les benzodiazépines, est profondément ambivalent. Il a créé des médicaments qui ont soulagé des millions de personnes souffrant d'anxiété et d'insomnie débilitantes. Mais il a aussi involontairement créé l'une des plus grandes épidémies de dépendance iatrogène de l'histoire. Sternbach lui-même, interrogé plus tard dans sa vie, exprimait des sentiments mitigés sur son héritage. Il était fier de l'aide apportée, mais troublé par les abus et les dépendances. Cette ambivalence reflète une vérité plus large sur le progrès médical. Presque toute avancée médicale comporte des risques et des effets secondaires. Le défi est de maximiser les bénéfices et de minimiser les dommages, d'utiliser ces outils puissants avec sagesse, prudence et humilité. L'histoire des benzodiazépines en France montre ce qui se passe quand cette sagesse fait défaut, quand l'enthousiasme et les intérêts commerciaux supplantent la prudence, quand une société entière devient le sujet d'une expérience pharmaceutique massive et non contrôlée. Les enfants et petits-enfants de la génération du Valium héritent de cette histoire complexe. Beaucoup ont grandi en voyant leurs parents ou grands-parents dépendants de leurs petites pilules. Peut-être seront-ils plus sceptiques, plus prudents. Ou peut-être seront-ils séduits par les promesses de nouvelles molécules miracles. L'histoire humaine suggère que nous avons tendance à répéter nos erreurs. Chaque génération convaincue qu'elle est différente, plus sage. Mais l'espoir persiste. Nous comprenons maintenant mieux les mécanismes de la dépendance, les limites des solutions pharmacologiques, l'importance des approches holistiques. Nous avons les outils, thérapies efficaces, techniques de gestion du stress, compréhension des déterminants sociaux de la santé mentale. La question est, aurons-nous la volonté politique et sociale d'investir dans ces approches, de transformer nos systèmes de santé, de confronter les causes profondes de notre anxiété collective? La France, au carrefour de 2025, fait face à ce choix. Continuera-t-elle sur la voie de la médicalisation excessive, cherchant des solutions chimiques à des malaises existentiels? Ou embrassera-t-elle une vision plus large de la santé mentale et du bien-être social? L'histoire des benzodiazépines suggère que le changement est possible, mais difficile, nécessitant du courage politique, de l'investissement financier et une transformation culturelle. Pour les millions de Français encore dépendants aux benzodiazépines, cette discussion philosophique sur l'avenir est secondaire à leur lutte quotidienne. Ils vivent avec les conséquences des décisions médicales passées, portant le fardeau d'une dépendance qu'ils n'ont pas choisie. Ils méritent notre compassion, notre soutien et notre engagement à faire mieux. Leur histoire, multipliée des millions de fois, est l'histoire cachée de la France moderne. Une nation qui a cherché la tranquillité dans une pilule et a trouvé à la place une dépendance collective dont elle lutte encore à s'extraire. Dans les années 1980, la France atteignit le pic de sa consommation de benzodiazépines. C'était l'apogée de ce qu'on pourrait appeler la société anesthésiée, une nation entière qui avait choisi de gérer son anxiété collective par la chimie plutôt que par la transformation sociale ou la thérapie. Cette période révéla des dynamiques sociales, médicales et culturelles fascinantes et troublantes. Le Valium était devenu un symbole culturel, bien au-delà de son statut de médicament. Les Rolling Stones chantaient « Mother's Little Helper » en 1966, une chanson cynique sur les femmes au foyer sous tranquillisant. Le roman « Valley of the Dolls » de Jacqueline Susann, publié en 1966 et adapté au cinéma en 1967, racontait l'histoire de femmes détruites par leur dépendance aux dolls, terme d'argot pour les barbituriques et benzodiazépines. Ces représentations culturelles reconnaissaient implicitement que quelque chose n'allait pas, que ces médicaments miracles avaient un côté sombre. En France, cette conscience critique était plus faible. Les benzodiazépines étaient largement acceptées et normalisées.
Prendre son Lexomil quotidien était aussi banal que prendre une vitamine ou un café. Les conversations entre collègues de travail incluaient des références désinvoltes. J'étais tellement stressée hier que j'ai pris un Temesta. Je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai dû prendre un demi-Rohypnol. Cette banalisation masquait la réalité d'une dépendance de masse. Les femmes restèrent les principales consommatrices. Les études des années 1980 montraient que 65 à 70% des prescriptions de benzodiazépines allaient aux femmes. Cette disparité reflétait des dynamiques de genre profondes. Les femmes consultaient plus fréquemment les médecins, exprimaient plus volontiers leur détresse émotionnelle et recevaient plus facilement des prescriptions psychotropes. Les plaintes masculines similaires étaient plus souvent ignorées ou traitées par des conseils lifestyle plutôt que par des médicaments. Mais il y avait aussi une dimension de contrôle social. Les benzodiazépines permettaient aux femmes de supporter des situations insupportables. Mariage malheureux, travail domestique écrasant, emploi sous-payé et stressant, double journée travail-foyer. Plutôt que de questionner ces structures oppressives, la société médicale offrait une pilule pour endurer. Les féministes de l'époque critiquèrent cette approche, la qualifiant de camisole chimique, mais leurs voix furent largement ignorées. Les personnes âgées constituaient un autre groupe particulièrement affecté. Les benzodiazépines étaient prescrites massivement dans les maisons de retraite, souvent pour le confort du personnel, plutôt que pour le bien-être des résidents. Des personnes âgées confuses, agitées ou simplement ennuyées recevaient des tranquillisants pour les calmer. Cette pratique, éthiquement douteuse, était néanmoins répandue. Les familles, culpabilisées de placer leurs parents en institution, se rassuraient en pensant qu'au moins, ils prenaient des médicaments pour leurs nerfs. Le milieu professionnel était également profondément marqué. Certains secteurs d'activité montraient des taux de consommation particulièrement élevés. Les professions médicales elles-mêmes, médecins, infirmières, pharmaciens, avaient des taux de consommation de benzodiazépines nettement supérieurs à la moyenne. Le stress intense, les gardes de nuit, la confrontation quotidienne à la souffrance, poussaient ces professionnels vers l'automédication. Les enseignants constituaient un autre groupe à risque face au stress croissant d'un système éducatif en crise. Les cadres et professions à haute responsabilité consommaient également largement. Le Xanax, avec son action rapide, devint populaire dans les milieux d'affaires pour gérer le stress de présentation importante ou de négociations tendues. Prendre un demi-Xanax avant une réunion difficile devint une pratique secrète mais commune. Cette médicalisation de l'anxiété professionnelle normale transformait des réactions émotionnelles adaptatives en symptômes nécessitant un traitement. L'industrie pharmaceutique prospérait. Les benzodiazépines généraient des milliards de francs de revenus annuels. Les laboratoires développaient constamment de nouvelles molécules, chacune promettant des avantages marginaux par rapport aux existantes. Le marketing auprès des médecins était intense. Les représentants pharmaceutiques visitaient les cabinets médicaux, distribuant des échantillons gratuits, finançant des déjeuners et des congrès, sponsorisant des formations médicales continues. Cette influence commerciale sur la pratique médicale était rarement questionnée. Parallèlement, un marché noir commença à émerger. Certaines benzodiazépines, particulièrement le Rohypnol, furent détournées pour des usages récréatifs ou criminels. Le Rohypnol, combiné avec de l'alcool, produisait une intoxication intense et une amnésie. Il devint tristement célèbre comme drogue du viol. Des prédateurs le glissaient dans les boissons de leurs victimes pour les incapaciter. Cette utilisation criminelle horrifia le public, mais ne réduisit pas significativement sa prescription médicale. Le détournement des benzodiazépines par les toxicomanes devint également problématique. Les usagers d'héroïne utilisaient les benzodiazépines pour intensifier l'effet des opiacés ou pour gérer le sevrage. Cette combinaison était particulièrement dangereuse, augmentant drastiquement le risque d'overdose mortelle. Les alcooliques utilisaient les benzodiazépines pour gérer les symptômes de sevrage ou simplement pour intensifier l'effet de l'alcool. Ces utilisations marginales contribuèrent à stigmatiser les benzodiazépines, bien que la vaste majorité des utilisateurs fussent des patients ordinaires suivant des prescriptions médicales. Les autorités sanitaires commencèrent timidement à exprimer des inquiétudes. En 1982, l'Organisation mondiale de la santé publia un rapport soulignant les risques de dépendance aux benzodiazépines et recommandant une utilisation limitée dans le temps. En 1984, le Royaume-Uni lança une campagne pour réduire la prescription de benzodiazépines.
D'autres pays européens commencèrent à restreindre l'accès. Mais la France résistait. Les médecins français, habitués à prescrire librement, se hérissaient face à toute tentative de régulation. Les patients, dépendants de leurs médicaments, protestaient contre toute restriction d'accès. Les tentatives de sevrage se multipliaient, néanmoins. Des patients, réalisant qu'ils étaient dépendants depuis des années, essayèrent d'arrêter. Beaucoup échouaient. Le sevrage des benzodiazépines, particulièrement après usage prolongé à doses élevées, était extrêmement difficile. L'anxiété rebond pouvait être paralysante. L'insomnie de sevrage durait des semaines, parfois des mois. Certains patients expérimentaient des symptômes encore plus sévères, dépersonnalisation, hypersensibilité sensorielle, acouphènes, douleurs musculaires diffuses. Ces symptômes, connus collectivement comme le syndrome de sevrage prolongé, pouvaient persister pendant des mois, voire des années après l'arrêt. Face à ces difficultés, des cliniques spécialisées dans le sevrage des benzodiazépines commencèrent à apparaître. Le protocole recommandé était une réduction très progressive de la dose, sur plusieurs mois, parfois plus d'1 an, pour les cas de dépendance sévère. Cette approche nécessitait un suivi médical régulier, un soutien psychologique et une patience extraordinaire. Beaucoup de patients, découragés par la lenteur du processus, abandonnaient et reprenaient leur consommation. Derrière les statistiques froides se cachaient des milliers d'histoires personnelles tragiques, des vies transformées, parfois détruites, par une dépendance qui avait commencé par une prescription médicale innocente. Ces victimes silencieuses de l'épidémie de benzodiazépines portèrent leur fardeau dans l'isolement, souvent sans même réaliser que leur souffrance était partagée par des centaines de milliers d'autres Français. Marie, 45 ans en 1985, représentait un cas typique. Institutrice dans une école primaire de banlieue parisienne, elle avait consulté son médecin en 1975 pour des troubles du sommeil liés au stress professionnel. Le médecin lui avait prescrit du Mogadon, nitrazépam, pour 2 semaines. 10 ans plus tard, elle en prenait toujours, incapable de dormir sans. Elle avait essayé d'arrêter plusieurs fois, mais l'insomnie de sevrage était telle qu'elle reprenait après quelques nuits blanches. Son médecin renouvelait mécaniquement l'ordonnance sans questionner cette consommation chronique. Marie fonctionnait normalement en apparence, mais elle vivait avec une anxiété constante liée à sa dépendance, peur de manquer de médicaments, culpabilité de ne pas pouvoir arrêter, honte de ce qu'elle percevait comme une faiblesse personnelle. Pierre, 58 ans, cadre dans l'industrie automobile, avait commencé le Valium en 1978, après un divorce difficile. Son médecin le présentait comme un soutien temporaire pour traverser cette période. Mais la période temporaire s'était étendue sur 7 ans. Pierre prenait maintenant 3 Valium par jour, sa dose ayant progressivement augmenté. Il se sentait perpétuellement dans un brouillard mental léger. Sa mémoire s'était détériorée. Ses collègues remarquaient qu'il était moins vif qu'avant. Mais Pierre attribuait ces changements au vieillissement, pas à son médicament. Quand il essayait de réduire sa dose, l'anxiété revenait avec une intensité qu'il n'avait jamais connue avant de commencer le Valium. Il était piégé dans un cercle vicieux dont il ne comprenait pas les mécanismes. Thérèse, 72 ans, vivait en maison de retraite depuis 3 ans. Elle prenait du Temesta 3 fois par jour et du Rohypnol la nuit. Ces médicaments lui avaient été prescrits quand elle était entrée en institution, le médecin argumentant qu'il l'aiderait à s'adapter. Mais Thérèse était maintenant une ombre d'elle-même. Autrefois vive et engagée dans les activités de la maison de retraite, elle passait maintenant ses journées dans un état de torpeur semi-consciente. Sa famille attribuait ce déclin à la démence sénile. Mais en réalité, Thérèse était simplement surmédicamentée. Personne ne questionnait les prescriptions. Les benzodiazépines étaient devenues une part invisible et incontestée de sa vie quotidienne. Ces histoires se répétaient à travers toute la France, dans tous les milieux sociaux. La classe moyenne éduquée n'était pas épargnée. Au contraire, l'accès facile aux soins médicaux et une certaine culture de la médicalisation rendèrent ces groupes particulièrement vulnérables. Les femmes diplômées, les professionnels libéraux, les enseignants, les cadres, tous montraient des taux de consommation élevés. Les témoignages des patients tentant de se sevrer révélaient l'ampleur du problème. Beaucoup décrivaient le sevrage comme l'expérience la plus difficile de leur vie, pire que le sevrage tabagique ou alcoolique. L'anxiété de sevrage n'était pas simplement un retour à l'anxiété baseline, c'était quelque chose de qualitativement différent. Une anxiété existentielle profonde,
accompagnés de symptômes physiques débilitants. Certains décrivaient une hypersensibilité sensorielle extrême. Les lumières semblaient trop brillantes, les sons trop forts, les textures désagréables. D'autres rapportaient une dépersonnalisation terrifiante, une sensation d'être détachés de leur propre corps et de la réalité. Les forums de soutien commencèrent à apparaître dans les années 1980, d'abord sous forme de groupes de parole en personne, puis, avec l'arrivée d'Internet dans les années 1990, sous forme de communautés en ligne. Ces espaces offraient aux patients sevrés un soutien crucial que le système médical ne fournissait pas. Les membres partageaient leurs expériences, leurs stratégies de sevrage, leur espoir. Ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas seuls, que leurs symptômes bizarres et effrayants étaient des effets secondaires reconnus du sevrage, pas des signes de folie. La presse commença progressivement à s'intéresser au sujet. Des articles dans des magazines de santé, puis dans la presse généraliste, questionnèrent la surprescription de benzodiazépines. Des reportages télévisés montrèrent des patients dépendants luttant pour se sevrer. Ces expositions médiatiques sensibilisèrent le public, mais créèrent aussi une résistance défensive de la part du corps médical. Beaucoup de médecins se sentaient attaqués, accusés implicitement de malveillance ou d'incompétence. Ils défendaient leurs pratiques de prescription, arguant qu'ils traitaient de vraies souffrances et que les bénéfices dépassèrent les risques. Cette tension révélait un conflit plus profond sur la nature même de la médecine. D'un côté, une approche paternaliste où le médecin sait mieux, prescrit ce qu'il juge nécessaire et attend que le patient suive docilement. De l'autre, une approche émergente d'autonomie du patient, de consentement éclairé, où les patients ont le droit de comprendre pleinement les risques et bénéfices des traitements proposés. Les benzodiazépines devinrent un terrain de bataille symbolique dans ce conflit. Le concept de consentement éclairé était particulièrement pertinent. Combien de patients, en commençant une benzodiazépine, avaient été pleinement informés du risque de dépendance? Combien avaient été prévenus que ce médicament temporaire pourrait devenir permanent? Combien comprenaient que l'arrêt serait potentiellement très difficile? La réponse honnête était « très peu ». Les médecins prescrivaient avec des assurances vagues « c'est sûr »,« vous pouvez arrêter quand vous voulez »,« ce n'est pas addictif comme l'héroïne ». Ces assurances, bien qu'intentionnellement rassurantes, étaient trompeuses. Les années 1985-1990 virent une accumulation d'études scientifiques confirmant les risques. Des recherches montrèrent que même à dose thérapeutique, les benzodiazépines créaient une dépendance physique en quelques semaines. D'autres études documentèrent les effets cognitifs à long terme, troubles de mémoire, ralentissement de la pensée, diminution de la capacité d'apprentissage. Des études épidémiologiques montrèrent une association entre usage de benzodiazépines et accidents de voiture, chute chez les personnes âgées et potentiellement démence. L'évidence scientifique devenait accablante, mais changer les pratiques médicales établies est extraordinairement difficile. Les médecins qui avaient prescrit des benzodiazépines pendant des décennies ne changent pas facilement d'approche. Une génération entière de médecins avait été formée à voir les benzodiazépines comme des médicaments sûrs et efficaces. Admettre que cette formation était défaillante, que des millions de prescriptions avaient dit potentiellement causer plus de tort que de bien, nécessitait un courage et une humilité que beaucoup ne possédèrent pas. L'industrie pharmaceutique, prévisiblement, résistait à toute tentative de restreindre l'usage de ces médicaments extrêmement profitables. Les laboratoires financèrent des études, minimisant les risques, sponsorisèrent des experts médicaux pour défendre les benzodiazépines et firent du lobbying intense contre toute régulation restrictive. Cette résistance retarda de plusieurs années les réformes nécessaires. Pourtant, des voix médicales courageuses commençaient à s'élever. Le professeur Malcolm Leder au Royaume-Uni, le docteur Heather Ashton, également britannique, devinrent des figures de proue du mouvement pour une prescription plus prudente et pour le soutien aux patients dépendants. En France, certains psychiatres et addictologues commencèrent à tirer la sonnette d'alarme. Mais ils restaient assez marginaux, souvent ostracisés par leurs collègues pour avoir exagéré le problème. Au début des années 1990, la pression pour une action gouvernementale devenait impossible à ignorer. La France, toujours championne européenne de la consommation de benzodiazépines, faisait face à des critiques internationales. L'Organisation mondiale de la santé publiait des rapports soulignant le problème français. Les comparaisons avec d'autres pays européens étaient embarrassantes.
La France consommait 3 à 4 fois plus de benzodiazépines par habitant que l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Le ministère de la Santé, sous pression médiatique et politique, commença à reconnaître officiellement le problème. En 1991, une circulaire ministérielle fut publiée, rappelant aux médecins que les benzodiazépines devaient être prescrites pour de courtes durées, idéalement pas plus de 4 semaines pour les hypnotiques et 12 semaines pour les anxiolytiques. Cette directive était louable, mais largement ignorée sur le terrain. Les médecins, confrontés à des patients dépendants depuis des années, continuaient à renouveler les prescriptions. La question du sevrage des millions de Français déjà dépendants posait un défi logistique et médical énorme. Comment sevrer progressivement des millions de personnes lorsque le système de santé manquait cruellement de spécialistes en addiction, de psychologues formés et de protocoles standardisés? La réponse, malheureusement, était qu'on ne le faisait pas vraiment. La plupart des patients dépendants continuèrent leur consommation chronique, faute d'alternatives réalistes. Quelques initiatives pilotes furent lancées. Des centres spécialisés dans le sevrage des benzodiazépines ouvrirent dans les grandes villes. Ils offraient un accompagnement structuré, réduction progressive de doses sur plusieurs mois, soutien psychologique régulier, thérapie cognitivo-comportementale pour gérer l'anxiété sans médicaments. Les résultats, bien que mitigés, montraient qu'avec un soutien approprié, le sevrage était possible. Mais ces centres ne pouvaient accueillir qu'une fraction infime des patients nécessitant de l'aide. La sécurité sociale tenta également d'intervenir via le levier économique. En 1994, le taux de remboursement de certaines benzodiazépines fut réduit. L'idée était que si les patients devaient payer plus de leur poche, ils consommeraient moins. Cette approche fut largement inefficace. Les patients vraiment dépendants payaient le prix supplémentaire. Les seuls affectés étaient les patients les plus pauvres, créant une inégalité d'accès problématique. Une approche plus prometteuse fut l'introduction de prescriptions sécurisées pour certaines benzodiazépines à haut potentiel d'abus, comme le Rohypnol. Ces ordonnances spéciales, plus difficiles à falsifier et limitant la quantité prescrite, visaient à réduire le détournement vers le marché noir. Cette mesure eut un certain succès pour limiter l'usage récréatif et criminel, mais n'affecta pas significativement le problème de prescription médicale excessive. L'éducation médicale commença lentement à changer. Les facultés de médecine incorporèrent dans leur curricula des modules sur les risques de dépendance aux benzodiazépines et les meilleures pratiques de prescription. Les nouveaux médecins sortant des facultés dans les années 1990 étaient théoriquement mieux informés que leurs prédécesseurs. Mais le changement générationnel est lent, et des milliers de médecins formés dans les années 1960-1981 continuaient à pratiquer selon leurs habitudes établies. La formation médicale continue devint obligatoire pour les médecins français, incluant des modules sur la prescription appropriée de psychotropes. Mais l'efficacité de ces formations était limitée. Changer des décennies d'habitudes de prescription nécessite plus qu'une journée de formation tous les quelques années. De plus, ces formations étaient souvent sponsorisées par l'industrie pharmaceutique elle-même, créant des conflits d'intérêts évidents. Parallèlement, de nouvelles alternatives thérapeutiques émergeaient. Les antidépresseurs de nouvelle génération, particulièrement les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, comme le Prozac, commencèrent à être prescrits pour les troubles anxieux. Ces médicaments, bien qu'ayant leurs propres problèmes, ne créaient pas la même dépendance physique que les benzodiazépines. Leur usage pour l'anxiété chronique augmenta progressivement, offrant une alternative pour certains patients. Les thérapies non pharmacologiques gagnèrent également en reconnaissance. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, montra une efficacité remarquable pour les troubles anxieux et l'insomnie, souvent égale ou supérieure aux benzodiazépines, sans les risques de dépendance. Des techniques de relaxation, de méditation, de pleine conscience furent validées scientifiquement. L'exercice physique régulier montra des effets anxiolytiques significatifs. Ces approches non médicamenteuses commencèrent à être recommandées en première ligne, avant toute prescription. Mais l'accès à ces alternatives restait limité. La psychothérapie était coûteuse et insuffisamment remboursée par la sécurité sociale. Les listes d'attente pour voir un psychologue dans le système public pouvaient s'étendre sur des mois. Face à un patient anxieux dans son cabinet, un médecin généraliste français trouvait toujours plus simple et plus rapide de prescrire une benzodiazépine que de l'orienter vers une thérapie potentiellement plus efficace, mais moins accessible. La culture pharmaceutique française, profondément ancrée,
résistaient au changement. Les Français avaient une relation particulière avec les médicaments, les voyant comme des solutions techniques à des problèmes humains. Cette vision réductionniste, problèmes émotionnels, déséquilibre chimique, solutions médicamenteuses, était confortable mais simpliste. Elle ignorait les dimensions sociales, psychologiques et existentielles de l'anxiété et de l'insomnie. Les années 1990 virent également l'émergence d'associations de patients et de victimes des benzodiazépines. Ces groupes, souvent fondés par des personnes ayant vécu des sevrages difficiles, militaient pour une meilleure information du public, des restrictions de prescription et un meilleur soutien aux personnes dépendantes. Leur action était cruciale pour maintenir la pression politique et médiatique sur ce sujet que beaucoup auraient préféré ignorer. Ces associations organisaient des conférences, publiaient des guides de sevrage, témoignaient devant des commissions parlementaires. Elles donnaient une voix aux victimes silencieuses, transformant des souffrances individuelles isolées en problèmes de santé publique reconnus. Leur message était simple mais puissant. Les benzodiazépines, prescrites massivement comme solution miracle, avaient créé une épidémie iatrogène, une maladie causée par le traitement médical lui-même. Pourtant, malgré ces efforts, le changement restait frustrant lent. La consommation française de benzodiazépines diminua légèrement dans les années 1990, mais restait plusieurs fois supérieure à celle d'autres pays comparables. En 1995, environ 15% des Français adultes consommaient toujours régulièrement des benzodiazépines, un chiffre alarmant qui témoignait de l'ampleur du défi. Le tournant du millénaire n'apporta pas la résolution espérée du problème des benzodiazépines. Au contraire, de nouvelles dimensions inquiétantes émergèrent. Les benzodiazépines traditionnelles furent rejointes par de nouvelles molécules apparentées, les Z-drugs, zopiclone, Imovan, zolpidem, Stilnox, Zaleplon, présentés comme des alternatives plus sûres pour l'insomnie. Ces médicaments, bien que structurellement différents des benzodiazépines, agissaient sur les mêmes récepteurs cérébraux et créa des dépendances similaires. La France, fidèle à sa culture de surconsommation, adopta massivement ces nouvelles molécules. Le Stilnox, zolpidem, devint particulièrement problématique. Commercialisé comme un hypnotique à courte durée d'action sans risque de dépendance, il se révéla créer des dépendances sévères. Pire encore, il était associé à des comportements nocturnes bizarres, somnambulisme, conduite automobile en dormant, activités complexes sans mémoire ultérieure. Des patients se réveillaient le matin pour découvrir qu'ils avaient cuisiné, mangé, passé des appels téléphoniques ou même conduit leur voiture pendant la nuit, sans aucun souvenir. Ces sleep driving incidents créèrent un scandale médiatique, mais les prescriptions continuèrent. La polyconsommation devint également plus préoccupante. Les patients prenaient non seulement des benzodiazépines, mais aussi des Z-drugs, des antidépresseurs, parfois des neuroleptiques, créant des cocktails médicamenteux complexes. Les interactions entre ces substances étaient peu étudiées. Les effets cumulatifs sur la cognition, l'équilibre, la vigilance étaient considérables. Les personnes âgées, particulièrement vulnérables, montrèrent des taux de chute et de fractures alarmants. Internet transforma également le paysage. Les pharmacies en ligne, souvent basées dans des juridictions laxistes, commencèrent à vendre des benzodiazépines sans prescription. Des patients dépendants, incapables d'obtenir des prescriptions suffisantes de leurs médecins, se tournèrent vers ces sources. La qualité et l'authenticité de ces médicaments étaient douteuses. Des contrefaçons dangereuses circulaient. Le marché noir traditionnel fut complété par un marché gris numérique difficile à contrôler. Les forums en ligne dédiés aux benzodiazépines proliférèrent. Certains étaient des espaces de soutien pour le sevrage, offrant conseils et encouragements. D'autres étaient plus ambigus, partageant des techniques pour obtenir des prescriptions multiples ou des sources pour acheter sans prescription. Ces communautés révélaient l'ampleur du problème. Des milliers de Français partageaient leur lutte avec la dépendance, cherchant désespérément de l'aide que le système médical ne fournissait pas. La recherche scientifique continuait à accumuler des preuves inquiétantes. Des études longitudinales montrèrent que l'usage prolongé de benzodiazépines était associé à un risque accru de démence. Bien que la causalité ne soit pas définitivement établie, les personnes anxieuses pourraient avoir un risque baseline plus élevé. L'association était suffisamment forte pour inquiéter. D'autres études montrèrent des effets persistants sur la cognition même après sevrage réussi, suggérant des changements cérébraux potentiellement permanents.
les effets paradoxaux des benzodiazépines chez certains patients recevaient également plus d'attention. Au lieu de calmer, ces médicaments provoquaient parfois agitation, agressivité, désinhibition. Ces réactions, particulièrement chez les enfants et les personnes âgées, étaient mal comprises mais documentées. Elles compliquaient encore le tableau déjà complexe des risques-bénéfices. La jeunesse française des années 2000-2010 développa également un usage récréatif de benzodiazépines. Les benzos devinrent populaires dans certains milieux festifs, souvent combinés avec de l'alcool pour intensifier l'intoxication. Cette pratique dangereuse menait à des blackouts, des comportements à risque, parfois des overdoses. Le Rivotril, clonazepam, particulièrement puissant, devint une drogue de rue prisée, au point que le gouvernement dut restreindre sévèrement sa prescription en 2012. Les opiacés de prescription, dont la crise ravageait les États-Unis, commencèrent également à se combiner problématiquement avec les benzodiazépines en France. Les patients souffrant de douleurs chroniques recevaient souvent à la fois des opiacés et des benzodiazépines. Cette combinaison augmentait drastiquement le risque d'overdose mortelle par dépression respiratoire. Les autorités sanitaires émirent des avertissements, mais la coprescription resta commune. Le vieillissement de la population française aggravait le problème. Les personnes âgées métabolisent les benzodiazépines plus lentement, les accumulent dans leur organisme et sont plus vulnérables aux effets secondaires. Pourtant, ce groupe démographique recevait des prescriptions disproportionnées. Les études montraient que 30 à 40% des personnes de plus de 65 ans consommaient régulièrement des benzodiazépines ou Z-drugs. Ce chiffre, scandaleux d'un point de vue gériatrique, reflétait une médicalisation excessive du vieillissement normal. Les maisons de retraite restaient des lieux de surconsommation particulièrement problématiques. Des inspections révélèrent que dans certains établissements, plus de 80% des résidents recevaient des psychotropes. Cette prescription massive servait souvent plus à gérer le comportement des résidents pour le confort du personnel qu'à traiter des pathologies réelles. Des scandales éclatèrent, des familles portèrent une plainte, mais les pratiques changeaient lentement. En 2025, plus de 6 décennies après l'introduction des benzodiazépines, la France continue de lutter avec leur héritage complexe. La consommation a diminué depuis les pics des années 1980, mais reste parmi les plus élevées d'Europe. Environ 10 à 12% de la population française consomme toujours ces médicaments régulièrement. Des millions de Français sont dépendants, beaucoup sans même le réaliser, prisonniers d'une prescription qui a commencé il y a des années, parfois des décennies. Les réformes récentes ont eu un impact limité. En 2017, la durée maximale de prescription fut encore réduite à 4 semaines pour les hypnotiques et 12 semaines pour les anxiolytiques, avec interdiction de renouvellement automatique. Les médecins doivent désormais revoir le patient pour chaque nouvelle prescription. Cette mesure administrative, bien intentionnée, se heurte à la réalité de milliers de patients chroniquement dépendants. Les médecins continuent à prescrire, par compassion, par habitude, par manque d'alternatives. Le sevrage des benzodiazépines reste un défi médical sous-estimé et sous-financé. Les protocoles existent, réduction très progressive, soutien psychologique, thérapies alternatives, mais l'accès à un accompagnement approprié reste limité. La plupart des médecins généralistes n'ont pas la formation ou le temps nécessaire pour superviser des sevrages complexes. Les centres spécialisés sont trop peu nombreux. Le résultat est que des centaines de milliers de Français désirant se sevrer n'ont pas accès au soutien nécessaire. Les alternatives non médicamenteuses gagnent progressivement en reconnaissance. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, TCCI, est maintenant reconnue comme traitement de première ligne, plus efficace à long terme que les médicaments. Mais son accessibilité reste problématique. Les psychologues sont insuffisamment nombreux, insuffisamment remboursés. Le délai pour obtenir un rendez-vous peut s'étendre sur des mois. Face à un patient souffrant d'insomnie aiguë, le médecin se retrouve souvent à prescrire une benzodiazépine par défaut, perpétuant le cycle. Les applications de santé mentale numérique émergent comme solution partielle. Des programmes de TCC automatisés, des applications de méditation guidée, des outils de suivi du sommeil offrent des interventions accessibles et peu coûteuses. Leur efficacité, bien que généralement moindre qu'une thérapie en personne, est néanmoins significative. Ces outils pourraient, s'ils sont intégrés intelligemment dans les parcours de soins, réduire le recours aux benzodiazépines,
Mais la question fondamentale reste: pourquoi les Français sont-ils si anxieux? Pourquoi cette société riche, développée, avec un système de santé enviable, consomme-t-elle tant de tranquillisants? La réponse ne réside pas dans la biologie ou la chimie, mais dans la sociologie et l'économie. L'anxiété collective française reflète des transformations sociales profondes. Insécurité économique croissante, précarisation du travail, dissolution des solidarités traditionnelles, atomisation sociale, crise du sens. Les benzodiazépines n'ont jamais traité ces causes profondes. Elles ont simplement permis de les supporter, de les anesthésier temporairement. Mais en faisant cela, elles ont peut-être empêché la société de confronter et de résoudre ces problèmes structurels. Une population tranquillisée est moins susceptible de se révolter, de revendiquer des changements, de remettre en question l'ordre établi. Les benzodiazépines ont été, dans une certaine mesure, un outil de contrôle social, permettant le maintien d'un status quo insatisfaisant. Cette perspective critique n'invalide pas la souffrance réelle des personnes anxieuses. L'anxiété pathologique existe, elle est débilitante, elle nécessite un traitement. Mais peut-être que le niveau élevé d'anxiété dans la population française signale quelque chose de plus profond qu'un déséquilibre chimique individuel. Peut-être signale-t-il un déséquilibre social collectif. Les leçons de l'histoire des benzodiazépines en France sont multiples et sobres. Premièrement, la promesse de solutions pharmacologiques faciles à des problèmes humains complexes est séduisante, mais trompeuse. Les médicaments ont leur place, mais ils ne peuvent remplacer la thérapie psychologique, le soutien social et les changements structurels nécessaires. Deuxièmement, l'industrie pharmaceutique, malgré ses contributions positives, a des intérêts commerciaux qui ne s'alignent pas toujours avec la santé publique. Son influence sur la pratique médicale doit être rigoureusement contrôlée. Troisièmement, les médecins, bien intentionnés, peuvent contribuer à des épidémies iatrogènes lorsqu'ils prescrivent sans questionnement critique et sans considération à long terme. Quatrièmement, le consentement éclairé n'est pas une formalité administrative, mais un impératif éthique. Les patients ont le droit de comprendre pleinement les risques et bénéfices des traitements proposés, incluant le risque de dépendance. Cinquièmement, le sevrage des médicaments psychotropes est un défi médical complexe, nécessitant des ressources et une expertise spécialisée. Le système de santé doit investir dans ces services. Sixièmement, la prévention et les approches non pharmacologiques doivent être privilégiées comme première ligne, les médicaments étant réservés au cas où les alternatives ont échoué. Et vous, qui avez suivi cette histoire jusqu'ici, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la France a appris les leçons de cette dépendance collective aux benzodiazépines ou que nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs avec de nouvelles molécules présentées comme solutions miracles? Laissez votre opinion dans les commentaires, car des questions comme celle-ci sont encore pertinentes en 2025, alors que de nouveaux médicaments psychotropes promettent de résoudre nos angoisses existentielles, et que la tentation de la tranquillité chimique reste puissante face aux défis d'une société en mutation constante. Si cette histoire vous a fait réfléchir, vous a ému ou vous a mis mal à l'aise, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car il existe encore beaucoup d'histoires comme celle-ci, des histoires qui révèlent comment la médecine moderne, malgré ses bonnes intentions, peut créer des épidémies iatrogènes, comment des solutions apparemment miracles peuvent devenir des pièges, et comment notre quête collective de tranquillité et de sommeil a transformé des millions de personnes en dépendants silencieux d'une petite pilule. L'avenir des benzodiazépines en France reste incertain. Les jeunes médecins, mieux formés au risque, prescrivent théoriquement plus prudemment, mais les pressions systémiques persistent. Consultation courte, manée.